Ina Cross, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir rediscuter avec vous parce que on avait déjà eu l'occasion d'échanger longuement. En fait, je vous avais découvert alors que vous étiez à la tribune de l'ONU en fin 2019, où vous aviez livré un témoignage vraiment très percutant sur ce que vous viviez en tant que victime de maladies radio-induites, du fait des essais nucléaires en Polynésie française. Euh, L'idée de cette interview, c'est évidemment de parler de votre quotidien et de ce que cette situation représente pour vous, mais aussi pour des milliers de personnes qui sont touchées par ces maladies radio-induites. Mais d'abord, la première question que vous connaissez peut-être, c'est sur quoi et pourquoi est-ce que vous essayez d'agir en ce moment, sachant que le moment ne veut pas forcément dire à l'heure où on enregistre, mais voilà, à quoi est-ce que vous occupez votre, euh, votre vie En ce moment, de façon générale? ok. Et en fonction du sujet dont on parle aujourd'hui, ou non, ça peut sortir. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez ce dont vous voulez parler, mais je pense que vous avez quand même un engagement Complètement. politique important. Si vous voulez parler de ça, ça permettrait aussi peut-être de vous présenter un peu plus largement aux internautes qui vous connaissent pas encore. Non, j'avoue qu'en ce moment, toujours dans la continuité du sujet du nucléaire, c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions sur ma place en fait dans ce combat et est-ce que j'ai commencé à m'investir, mais il y a plein de questions au jour le jour. C'est est-ce que c'est un combat? Des fois, je me pose la question qui en vaut le coup. Est-ce que j'ai l'énergie encore aussi pour le faire? Parce que comme je l'ai avoué devant la tribune de l'ONU en octobre 2019, donc je suis atteinte d'une leucémie. Là, ça va faire 8 ans. Et c'est vrai que je commence à fatiguer aussi. Mon traitement marche bien, je suis en rémission, mais il n'y a pas de possibilité d'arrêter le traitement. Et des fois, de continuer dans ce combat de reconnaissance, c'est assez lourd à porter, je dois vous avouer. Et donc, mon questionnement en ce moment, c'est est-ce que comment continuer sans trop me fatiguer aussi, peut-être m'entourer un peu plus. J'ai aussi pour projet, j'aimerais bien de créer une fondation qui demanderait, qui réclamerait la réparation et reconnaissance, justice et vérité auprès de la France. Donc, la question se pose de m'entourer d'autres personnes qui pourraient m'aider dans cet engagement. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots ce que vous faites dans la vie, parce que ça, c'est donc, vous venez de parler de votre engagement politique, mais vous avez une vie en dehors de justement de votre combat politique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur qui vous êtes, où est-ce que vous vivez, et peut-être justement quelle est votre profession, ce que vous faites au quotidien? Alors, j'ai 32 ans, je vis à Papeete. Je suis née à Papeete et j'ai grandi sur l'île de Tahiti, donc en Polynésie française. J'ai passé toute mon enfance. J'ai commencé mes études ici, puis à Bordeaux et ensuite à Paris, ce qui m'a permis d'avoir une assez large ouverture d'esprit. J'ai fait des études de droit, mais également de la cuisine. Donc, j'ai été jusqu'au master de droit. Et en cuisine, j'ai passé mon CAP boulangerie et quelques autres formations. Donc aujourd'hui, j'ai allié une passion qui est la cuisine avec le droit également, dans le sens où j'ai une société de traiteurs que j'ai mis en gérance et qui tourne quasiment toute seule. Et en parallèle, je travaille en tant que juriste dans le cabinet d'avocat de mon papa. Et à côté de ça aussi, je me suis passionnée par le sujet du nucléaire, de l'histoire du fait nucléaire en Polynésie française, qui est devenu aujourd'hui un cheval de bataille. Et je suis également maman d'un garçon de 9 ans
qui s'appelle Anna Fanny, et qui vit en garde alternée avec moi, une semaine avec moi, une semaine avec son papa. Voilà. Et donc, j'ai rejoint des associations en 2019 des associations sur le fait nucléaire. Et dans la continuité de tout ça, j'ai mené un combat auprès d'eux et je suis intervenue devant la 4e commission de l'ONU en octobre 2019, où j'ai pu m'exprimer en tant que ce que je considère être une victime indirecte des 193 essais nucléaires, puisque la maladie dont je suis atteinte depuis 2013, et qui est la leucémie myéloïde chronique, est une maladie qui fait partie des maladies radio-induites reconnues par l'État français. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit point justement sur ce que vous avez découvert avec douleur il y a 8 ans, justement votre maladie, votre diagnostic? Comment est-ce que ça s'est passé? Et quelle a été ensuite votre réaction? Est-ce que vous avez décidé d'engager? Parce que entre 2013 et 2019, il y a eu un laps de temps de 6 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vraiment à prendre encore plus la parole, ou à prendre la parole même peut-être que pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à monter à cette tribune justement? Alors, déjà, quand j'ai appris la maladie, bien sûr, j'étais complètement dévastée. Mon fils n'avait même pas encore 2 ans. J'allais fêter mes 25 ans, donc toute jeune maman et toute jeune femme également. Et, euh, et je suis tombée de haut. Mais c'est vrai qu'il y a eu on va dire que je me suis sens chanceuse dans le sens où il y a eu erreur de diagnostic à mes premières analyses, c'est qu'on m'avait annoncé que j'avais une leucémie aiguë. Donc, ce qui allait m'amener à être évassanée en France avec une chimiothérapie lourde. Et puis, quand vous lisez, quand vous vous documentez sur sur la leucémie aiguë, souvent, il vous reste quelques mois à vivre. Donc, le premier diagnostic que j'ai reçu, c'était ça. Et ça m'a totalement dévastée. Et en fait, quand j'ai vu un autre médecin qui me suit aujourd'hui, elle m'a dit, mais non, vous n'avez pas la forme aiguë, vous avez la forme chronique, ça se soigne en Polynésie, vous n'allez pas pouvoir avec vos cheveux, vous n'allez pas être évassané. Et les gens arrivent à continuer à vivre avec ça. Donc, j'ai eu l'impression au deuxième diagnostic qu'on m'avait annoncé que j'avais un rhume parce que je m'étais attendue au pire. Donc, c'est ce qui fait que c'est un enchaînement incroyable. Et donc, après ça, j'avais décidé de ne pas en parler non plus parce que j'avais envie que ça reste, j'avais envie que ça reste secret. Je voulais pas que les gens me regardent différemment, même si bien sûr, il y avait plusieurs choses que j'arrivais pas à faire ou que je me sentais pas forcément bien. Mais à ce moment-là, j'avoue que j'étais très portée sur moi, ma santé, mon bien-être et mon fils, et je ne pensais pas à tout ce qui était fait nucléaire. Et ça allait aussi dans une dynamique où le nucléaire, jusqu'à, on va dire, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à 2017, 2018, par là, c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet auquel je m'intéressais plus que ça. Je savais même pas qu'il y en avait 193, parce que pour vous dire, à l'école, on nous a jamais parlé des essais nucléaires. C'était un sujet tabou, encore plus à la maison, donc on n'y pensait pas vraiment. Et alors que, par exemple, dans ma famille, toutes les femmes étaient malades, toutes les femmes ont eu des cancers de la thyroïde. Moi-même, j'étais surveillée et je n'avais rien. Donc, en fait, au final, elles avaient toutes des symptômes au niveau de la thyroïde et moi, j'ai eu la leucémie. Donc, au final, c'était sans surprise non plus. Ça allait dans la continuité de tout ça, de cet héritage nucléaire dont on doit faire face dont doit faire face tous les Polynésiens aujourd'hui. Et c'est en 2018, lorsque Oscar Temaru va déposer une communication pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Donc, c'était en octobre 2018, où là, je me suis dit, au-delà du fait que mes parents soient très proches de cet homme, je me suis dit, c'est fort de café quand même. Crime contre l'humanité,
parce que moi, je pensais à la Shoah, je pensais au Rwanda, par rapport à ce que moi, j'avais pu étudier à l'école. Et donc, c'est dans cette dynamique que j'ai décidé de commencer à lire par curiosité. J'ai commencé à m'informer, c'est là que j'ai appris, c'est fou, j'ai appris à 28 ans qu'il y en avait eu 193. Ça, j'avais pas noté. J'ai commencé à apprendre qu'il y avait un tir nucléaire qui était 150 fois plus puissant que Hiroshima. Hiroshima, j'ai étudié toute l'histoire d'Hiroshima au lycée, en géographie, en histoire, donc je savais ce qui s'était passé. Et là, je me rends compte qu'il y a eu une bombe qui était 150 fois plus puissante, donc je tombe de haut et je m'informe. Et là, je tombe aussi sur la liste des maladies radio-induites et je me rends compte que la leucémie dont je suis atteinte fait partie des maladies dites radio-induites, donc du fait du nucléaire. Je me rends compte aussi que les problèmes de thyroïde de ma famille font partie aussi de la liste des maladies radio-induites. J'ai même une tante qui a eu et la thyroïde et le cancer du sein, qui fait partie aussi de cette liste, le cancer du sein. Et donc là, je commence à faire le lien et, euh, et c'est dans cette démarche que j'ai rejoint dans un premier temps l'association 193 de Père Auguste, qui m'a accueilli et qui m'a poussé à parler. Donc j'ai pris pour la première fois la parole le 2 juillet 2019. Donc c'était le jour de commémoration du premier tir nucléaire en Polynésie. Et ça a été ma première prise de parole. Et c'est dans cette dynamique que je me suis dit, il faut que tu continues. Parce que ce jour-là, donc, sous l'impulsion de Père Auguste, je prends la parole et je parle de mon symptôme. C'était la première fois que j'avouais à des gens que je ne connais pas que j'étais malade. Parce que sinon, pendant 6 ans, il y avait quoi, une dizaine de personnes qui étaient au courant. C'était mes très, 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 très proches amis et ma proche famille. Et donc là, Père Auguste me pousse à parler. Donc je me lève, je dénonce ce qui m'arrive, la maladie dont je suis atteinte, le fait que la France ne reconnaisse pas nos, leur implication dans tout ça, ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Et je dénonce également le coût de tout ça, parce que moi, là, je dois être à plus de 300 000 euros de dépenses. C'est pas moi qui est payé, c'est notre caisse de sécurité sociale, mais tout ça, ça pèse au final sur les Polynésiens. Et, euh, et à la suite de cette première prise de parole, donc ce 2 juillet 2019, j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus me féliciter, des gens malades ou des personnes qui ont perdu leur mari qui était malade. Et c'est là que je me suis dit, je me suis parlé à moi-même, tu es debout, tu arrives à parler, tu arrives à t'exprimer, tu arrives à bien t'exprimer en plus, contrairement peut-être à d'autres personnes qui auraient plus de mal. J'avais cette facilité. Je me suis dit, il faut que tu continues, il faut que tu ailles plus loin pour sensibiliser les gens, éveiller et réveiller les consciences polynésiennes et aussi permettre peut-être à des malades de retrouver l'espoir et de parler en fait. Parce que un des gros soucis ici, c'est que, ben, comme moi, beaucoup de gens ont honte de dire qu'ils sont malades ou ont peur, ou beaucoup de gens aussi restent ignorants. Comme moi, il y a quelques années, je ne savais pas qu'il y avait 193 essais nucléaires. Donc, j'étais vraiment dans cette démarche de réveiller les consciences polynésiennes, que ce soit des gens qui ont connu les essais nucléaires, comme des gens qui n'ont pas connu, c'est-à-dire les nouvelles générations. Et c'est dans cette démarche que je savais que tous les ans, Oscar Temaro et sa délégation partaient à l'ONU devant la 4e commission pour parler de plusieurs problèmes que rencontre la Polynésie française, que les associations aussi, Moroa et Tatou et 193, partaient aussi à l'ONU. Et c'est dans cette démarche que je me suis dit, je veux y aller aussi. Et j'ai pris contact avec un des représentants de l'Assemblée de Polynésie française, donc M. Richard Touré-Yava, et je lui ai dit, je souhaite partir à New York avec vous, dis-moi comment ça se passe. Et j'ai pu rejoindre la délégation en tant que
personne civile. Donc, j'étais toute seule, j'appartenais à aucun groupe. Et c'est comme ça que m'a permis de pouvoir m'exprimer devant l'ONU. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai eu carte blanche pour le discours. Donc, c'est vraiment un discours que j'ai écrit avec mes tripes, avec mon âme, avec mon cœur. Et je suis très, très heureuse que ça ait touché beaucoup de personnes. En Polynésie, il y a des milliers de personnes qui ont vu ce discours, qui l'ont partagé. Et le but était de réveiller les consciences, et c'est ce qui s'est passé pour une partie de la population, surtout des jeunes, je dirais. Et ça a touché des gens en Polynésie, ça a aussi touché des gens en France, ça a touché des Français au Québec, ce qui est par exemple mon cas, puisque j'ai vu votre discours, j'étais à Montréal, alors que vous étiez à New York, je me souviens de ça très bien. Mais comment est-ce que vous expliquez l'apathie des Polynésiens par rapport aux essais nucléaires et surtout leur ignorance? Est-ce que c'est un... Vous aviez dit que pardon, que vous n'aviez pas, on vous avait pas enseigné en fait le fait nucléaire en tant que Polynésien à l'école, mais je serais assez curieux de savoir pourquoi est-ce que vous, et d'autres personnes malades avez honte. euh, ouais, comment est-ce que vous expliquez peut-être cette impuissance que vous deviez Mhm. ressentir? Alors, je dirais déjà le côté honte, je pense que c'est propre aux Polynésiens. On n'est pas une population qui va se mettre en avant, on va pas forcément parler de nos problèmes. Et après, je pense que c'est plusieurs choses par rapport à ignorant. Je dirais qu'en fait, on nous a menti aussi. On nous a menti depuis le début, et en fait, nous, on a fait confiance. On a eu confiance quand De Gaulle disait toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait aucun souci. Je ne sais plus exactement le terme qu'il avait utilisé, mais c'était ça, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il y a un nuage radioactif, allez vous protéger sous ce hangar fait de tôle et tout va bien. Et c'est dans ce sens où on a été ignorant, c'est on leur a fait confiance. Et après, on a été maintenu dans cette ignorance. Et à l'école, on nous parlait pas de tout ça, parce qu'après, c'était devenu aussi un sujet tabou. C'est pas quelque chose dont on veut parler. Je veux par exemple te parler de Puvana Opa, qui, à l'époque où le centre d'expérimentation allait s'implanter en Polynésie française, ça a été euh, l'homme politique polynésien qui s'est opposé aux essais nucléaires en Polynésie française. Donc, on était dans les années 50, 60. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait arrêter et exilé à Paris, emprisonné. Et moi, j'avais appris à l'école, j'avais retenu que Pouvana était un terroriste. C'est ça que j'avais retenu en tête. Moi, donc, pendant toute mon enfance, Pouvana est un terroriste. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? On a réhabilité sa mémoire. Au final, non, ils se sont trompés, c'était pas un terroriste. Donc, c'est pour te dire un peu euh, l'emprise que l'État français avait sur nous, peuple polynésien. Donc, on a été contraint d'accepter les essais nucléaires, parce que je pense qu'à l'époque, le président, c'était Jacques-Denis Drolet. Il voit Pouvana se faire enfermer, exilé en France. Je pense qu'il s'est dit, là, vaut mieux que je signe, parce que Je suis le sinon prochain. je risque de... Voilà, je suis le prochain. Donc, pour te dire un peu l'ambiance. Donc, après, j'étais pas à cette époque. Enfin, je te dis ça par rapport à certaines lectures que j'ai pu lire, certains documents par rapport à ce que j'ai pu lire, mais j'y étais pas. Mais pour te dire l'emprise de l'État français. Donc après, quand tu vois ça, mais t'as pas envie d'en parler, ou t'as pas envie de dire ce que tu penses. Donc c'est pour ça qu'on a été, il y avait une forme d'ignorance et une forme aussi de peur de représailles.
Et c'est tout ça, en fait, qui fait que qu'on n'en parle pas trop. Maintenant, les langues se délient, mais on est toujours, ce que je regrette, c'est qu'on nous maintient toujours dans l'ignorance. Par exemple, il y a eu le scandale, enfin, le livre Toxique qui est sorti il y a quelques mois. Ça fait un tollé. Et encore, juste après cette sortie, donc c'était il y a quelques mois, le haut-commissaire de Polynésie française, qui est le représentant de l'État en Polynésie française, vient encore dire à la télé, il n'y a pas plus de cancers en Polynésie qu'à Tahiti, qu'en France. Il faut arrêter avec ça, tu vois. Et ça passe au journal et je me dis, il y a des gens qui vont encore le croire. Ils essayent encore de nous maintenir dans l'ignorance. À côté de ça, il y a le président de la Polynésie française, M. Édouard Fritsch, qui nous dit oui, effectivement, il y a eu toxique, mais il faut tourner la page. Il faut tourner la page sur le fait nucléaire. On essaye encore de nous faire oublier tout ça, de nous mettre sous silence et on nous met de la poudre aux yeux avec il y a Macron qui nous invite à une table ronde sur le fait nucléaire à la fin du mois de juin. Là, c'est encore des petites miettes pour nous faire miroiter un semblant de reconnaissance, un semblant de réparation, mais concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tourner la page, ça c'est un grand classique aussi du phénomène colonial. Parce que je me disais aussi en t'écoutant parler, euh, la honte, est-ce que c'est aussi cette honte que ressentent aussi beaucoup de peuples qui ont été colonisés, comme c'est le cas de la Polynésie, parce que la Polynésie n'a pas toujours été française, je tiens à le rappeler pour les personnes qui pourraient nous écouter ou pourraient nous regarder, hein, c'est un processus de colonisation qui a été mis en place, je crois, au 19e siècle, si je ne me trompe pas, Oui, avec une guerre extrêmement violente où les guerriers maoris ont livré très longtemps de grandes batailles pour essayer de ne pas être colonisés, hélas, sans succès. Mais alors, cette honte, est-ce que c'est aussi, tu penses, le fait colonial, enfin, le fait d'avoir été colonisé, et puis vous demandez aussi de tourner la page. Est-ce qu'on vous propose quelque chose en échange de tourner cette page ou est-ce qu'il n'y a absolument rien qui est mis en face justement du fait de tourner la page? mais là, quand tu parlais de colonialisme et de honte, j'ai pensé à une chose aussi. Pourquoi c'est un peu tabou? C'est parce que euh, ces essais nucléaires ont aussi, et ça on n'en parle pas trop, profité à beaucoup de Polynésiens. Il y a énormément de Polynésiens, comme des politiques de l'époque, qui se sont enrichis avec ces essais nucléaires. Et donc, tu en as qui ont aujourd'hui en honte, en fait, parce qu'ils ont sacrifié leur peuple. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et, et pour moi, même si on n'est plus un peuple colonisé, parce qu'on fait partie intégrante de la France, j'ai mon passeport français, euh, pour moi, la justice en ce moment, elle est toujours coloniale, hein, en tout cas à ce niveau-là. Je, Hier encore, je lisais des, des décisions de justice du tribunal administratif pour l'indemnisation des gens qui ont été reconnus comme victimes indirectes des essais nucléaires, comme victimes des essais nucléaires par leurs symptômes. Mais là, je peux te dire, ça me rend malade. De un, j'en pleure. De deux, j'ai envie de vomir par rapport à, Est-ce que tu peux en dire un mot justement sur ces décisions du tribunal par exemple, administratif, expliquer un peu? j'ai eu la décision, un plongeur, donc ça a été une décision qui a été rendue pour indemniser quelqu'un qui était déjà décédé. Donc il est mort en 2019 et il a été plongeur à Mauroa de 1965 à 1975. Il a eu un grave cancer de l'œsophage, donc qui est reconnu comme maladie radio-induite. Donc des années et des années de traitement, de douleur.
pour au final décéder. Donc il a été reconnu comme, ayant eu une maladie due aux essais nucléaires parce qu'en plus, lui, il était travailleur à Mururoa et pour te dire combien est-ce que sa femme a touché, 5 000 €, tu vois? Et là, je me dis, c'est tout? Et après d'autres décisions, cancer du sein, elle a plus travailler, elle veut plus s'occuper des enfants. Ah tiens, 8 000 €. Donc c'est comme ça en fait qu'on chiffre, l'héritage du nucléaire et c'est pour ça je dois moi-même, faire une démarche de monter un dossier pour me faire indemniser puisque je suis aussi victime des essais nucléaires de par mon symptôme. Mais, je me dis: «Dans quoi est-ce que je vais m'engager?» Pour qu'au final on me dise quoi? «OK, ça fait 8 ans que tu as une leucémie, donc tiens, toi ce sera 7 000 €». Je trouve ça, très lourd, émotionnellement et de voir que c'est encore une justice coloniale qui va venir chiffrer tout ça et aussi pour te dire que le CIVEN, donc c'est ceux qui sont censés nous indemniser, ça aussi c'est de la poudre aux yeux parce que monter le dossier, mais c'est un parcours du combattant. Mais vraiment, même moi qui ai fait des études, j'ai commencé à essayer de réunir les pièces, mais c'est un parcours du combattant, c'est quasiment impossible. Donc la France, l'État français est bien beau devant l'ONU, va dire: «Nous sommes en train de mettre en place, des procédures de réparation plus simplifiées», et en fait, la loi Morin donc qui est sortie en 2010 il me semble pour, réparer, tout ça, heu, a fait que d'être modifié jusqu'à aujourd'hui, rendant quasiment impossible, cette réparation. Les démarches, c'est vraiment, un parcours du combattant et en attendant, bah, il y a plusieurs personnes qui sont décédées, il y a quasiment plus de travailleurs de Mauroa. Pour les ayants droit, c'est quasiment impossible de faire reconnaître aussi leurs droits et tout ça, je trouve que ça fait partie de cette justice, coloniale. Cette gifle supplémentaire qu'on vous met par la décision du tribunal administratif, est-ce que tu pourrais aussi expliquer l'impact que ça a sur toi concrètement? Parce que est-ce que tu accepterais de nous expliquer un peu en quoi est-ce que consiste ton quotidien en tant que malade? Parce que si tu Mmh. n'as pas une leucémie sévère, peut-être que tu peux nous expliquer euh, justement en quoi consiste le traitement que tu prends, les impacts que ça a concrètement sur ta vie quotidienne. Je pense que ça pourrait intéresser Mmh. les personnes qui pourraient regarder cette interview. D'accord. Ben, oui, j'ai pas une forme sévère, hein. Moi, j'ai, la forme chronique, donc c'est le début, d'une leucémie qui, si elle n'avait pas été, prise en charge à temps, aurait évolué sur le type aigu. Donc, la chimiothérapie que je prends, c'est une chimiothérapie par voie orale, c'est un cachet depuis 8 ans tous les jours. Je ne perds pas mes cheveux, donc c'est vrai que ça ne se voit pas, mais ça n'en reste pas moins lourd. Donc, concrètement, c'est une fatigue, quasiment, constante. C'est pour ça, je vais avouer, c'est pas du tout bon, mais je t'avoue que je peux boire, facilement entre mon réveil et le début d'après-midi, 1,5 litre de café. Parce que, c'est pas du thé café, pour te dire, juste pour tenir, pour pas, m'endormir. Parce que sinon je peux m'endormir là, on peut raccrocher, et je m'endors, au bout d'une minute tellement je suis, fatiguée. Donc ça, c'est lourd quand ça a commencé quand tu as 25 ans et que tu as l'impression d'être, coincé dans un corps de quelqu'un qui en a, 90 en fait et les nausées, les vomissements, les crampes, une des pires douleurs, ça a été les crampes musculaires, c'est ça en fait les symptômes, c'est le soir, des crampes aussi au niveau des mains. Donc, comme je vous disais, je suis
j'étais passionnée de cuisine, donc j'avais monté ma société de traiteur en 2016 et j'ai dit que je l'ai mise en gérance et en fait, c'est pas ça n'a pas été une mise en gérance, volontaire, ça a été une obligation pour moi parce qu'en fait, je n'arrivais plus à cuisiner parce que mes mains, je commençais à lâcher, des objets, à ne plus pouvoir tenir un couteau, parce qu'en fait, c'est le traitement que j'ai, les effets secondaires varient. Ce que je n'avais pas forcément au début, ben, je vais l'avoir après et ainsi de suite. Il y a certains qui partent, il y a certains qui reviennent et la nouveauté, on va dire, ça a été les mains. C'est que je peux plus cuisiner, comme je cuisinais, donc j'ai été obligée de changer, en fait. C'est comme ça que j'ai rejoint, je suis retournée à mes amours, c'est mes premiers amours, c'est le droit et j'ai rejoint le cabinet d'avocat de mon papa. Mais c'était, finalement, je suis très contente, c'est un travail très intéressant, mais c'est vrai que j'ai été, contrainte de réaménager, mon travail et aujourd'hui, je suis, en mi-temps thérapeutique aussi parce que j'arrive pas forcément à tenir, un rythme comme une personne normale et c'est pour ça que quand je lis, certaines décisions, concernant, la les réparations des préjudices de personnes qui sont atteintes de maladies radio-induites, ça me rend malade parce que moi, je sais moi-même qu'est-ce que je vis au quotidien et je me dis, comment ce serait lourd pour moi de lire une décision de justice qui quantifierait tout ça ou qui dirait, «Ah ben non, on estime que dans la mesure, où elle peut quand même travailler, elle n'a aucun préjudice». Je trouve que c'est difficile d'évaluer le préjudice et au quotidien, ouais, pour moi, je suis quelqu'un de très positif, donc je vais pas le montrer, mais c'est très lourd, Mathieu, c'est très, très lourd et je suis passée quand même par des phases où, surtout, on va dire l'année dernière, j'ai voulu arrêter mon traitement et au tout début de ma maladie, j'avais demandé au médecin, pourquoi la leucémie chronique, des fois, passe en aigu? Pourquoi est-ce que ça pourrait, mal se pourquoi enfin, par rapport à ce que vous connaissez, qu'est-ce qui pourrait faire que je passe en leucémie aiguë? Elle me disait, en fait, la plupart du temps, les patients arrêtent de prendre leur traitement. C'est ce qu'elle me disait, mon docteur. Et à cette époque, je me disais, mais ils sont bêtes. Il faut vraiment être bête pour arrêter son traitement parce que tu sais qu'après, au final, bah, tu risques de mourir. Et aujourd'hui, j'ai un discours totalement différent dans le sens où j'ai plus peut-être cette pêche ou cette force que j'avais il y a encore quelques années. Là, je suis fatiguée. Donc, je me suis posé la question, d'arrêter aussi le traitement parce qu'en plus, c'est un traitement que je m'administre moi-même puisque c'est des cachets. Mais, c'est pas rien là, c'est pas comme quand je prends un Doliprane, il y a quand même, quand j'ai mon cachet dans les mains, je le prends le soir après avoir dîné, il y a toujours ce petit temps de pause en je prends pas, je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. Au final, je prends parce que j'ai un fils quand même de 9 ans, je suis maman et c'est des phases comme ça, mais tu vois, là, je me dis, je suis une parmi tant d'autres. J'ai la chance de pouvoir travailler, de pouvoir te parler. Je ne suis pas à l'hôpital, mais j'ai une forme de plus de tristesse, mais aussi de colère vis-à-vis de l'État français, vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce que bah, voilà mon quotidien. Voilà mon quotidien. Une sorte de condamné avec une bombe à retardement sur la tête et aussi cette peur que dans la mesure où on parle de désastres sanitaires, génétiques aussi, cette peur d'avoir transmis en fait ça. Tu vois, je pense à mon fils. Si j'ai un autre enfant aussi, est-ce qu'on va transmettre tout ça? C'est quelque chose pour moi qui ne peut pas se quantifier. Donc, bien sûr, on demande réparation. Comment ça va se passer? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est comme avoir été empoisonné, comme avoir du poison qui coule dans ses veines et le transmettre de génération en génération.
Comment est-ce que l'interview qu'on a aujourd'hui, on en a déjà fait une à la fin de l'année 2019. Elle a été publiée, c'était une interview écrite, elle a été publiée puis republiée ensuite. Et j'ai relu par curiosité certains commentaires et j'ai été assez choqué justement de la teneur de certains commentaires, notamment en fait des personnes qui méprisent clairement la souffrance que vous ressentez. Vous, j'entends les victimes des maladies radio-induites et des essais nucléaires, en nous justifiant que grâce à ça, on peut avoir l'électricité et en gros, vous pouvez avoir Internet à Tahiti. D'abord, comment est-ce que tu réagis quand tu lis des commentaires comme ça ou des retours comme ça? Mais qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens? Comment ouais, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Mais je t'avoue que quand je me sens pas bien par rapport à ma maladie ou quand je vois certains malades, je me dis que si on pouvait choisir entre vivre en mode koh et mais être en bonne santé et avoir Internet, je choisirais tout de suite koh hein, Mathieu. Parce que je me suis posé la question aussi, j'étais là, comme un peu ces gens, je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'ai un ordinateur, j'ai une voiture, j'ai des routes, j'ai pas envie de cuisiner, je peux aller au McDonald's, tu vois. Mais après, quand on prend de la hauteur et qu'on voit l'ampleur des dégâts au niveau du nombre de malades, là, tu te dis, on a tout ça, mais à quel prix? À quel prix? Et, euh, et je pense que c'est des gens peut-être qui n'ont pas connu la maladie, qui tiennent des propos comme ça, qui ne savent pas ce que c'est. Pas forcément, je dis pas ça parce que moi je suis malade, mais je dis ça aussi pour certaines familles. Il y a énormément, on n'en parle pas parce que c'est un peu tabou, mais la plupart des familles en Polynésie, c'est des multitudes de cancers, c'est des enfants malades, énormément d'enfants polynésiens malades qui sont à Paris actuellement. Donc, je pense que j'ai pas envie de plus batailler avec des personnes, de perdre mon énergie à devoir m'expliquer face à ce genre de personnes. Mais je pense ils savent pas ce que c'est que de vivre dans la maladie. Et que n'importe quel malade pourrait dire, je crois que je préférais vivre entre les bananiers, ne pas avoir de voiture, ne pas avoir Internet, mais être en bonne santé, que de vivre le calvaire qu'on vit aujourd'hui. Il y a un point aussi politique très important dans le fait nucléaire parce que c'est un des arguments des indépendantistes de Polynésie, dite française. Est-ce que vous pensez que est-ce que tu penses que le fait justement que ce soit un des arguments des indépendantistes fait que l'État français balaye un petit peu cet argumentaire parce que ça serait donner un peu plus de poids à l'indépendantisme? Et puis peut-être en question d'avant, que pèse l'indépendantisme polynésien aujourd'hui en 2021 à proportion des populations et tout ça? Est-ce que c'est un peu chiffré? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter? Je pense qu'on a une idée, mais moi, je dois t'avouer, là, je n'ai pas du tout les chiffres. L'indépendantisme polynésien n'est pas en tout cas majoritaire, puisqu'aux dernières élections territoriales, c'est le parti autonomiste qui a remporté les élections. Et bien sûr et depuis le début, ça a été un des chevals de bataille du parti indépendantiste de dénoncer le fait nucléaire. Mais, et je pense que ça a été bénéfique pour le coup à l'État que, que ce combat se cantonne au parti indépendantiste, euh, dans le sens où ça leur a permis un peu de mettre de côté, tu vois. Et je regrette énormément aujourd'hui que le nucléaire se cantonne au parti indépendantiste. Et encore aujourd'hui, je regrette en fait cette division, notre division sur le plan local et aujourd'hui en 2021, que ce soit au niveau associatif, au niveau religieux, au niveau politique.
cette division nous dessert énormément parce qu'il y a beaucoup à dénoncer les essais nucléaires, que ce soit des associations ou des gens comme moi qui ont une des maladies radio-induites. Mais par exemple, notre président a été élu, Édouard Fritsch, lui n'est pas dans cette dynamique forcément de réparation, de reconnaissance, puisqu'il disait il y a quelques mois encore, il faut tourner la page, il faut avancer. Et ça, je le regrette profondément. Pareil, notre sénatrice Lana Tetuanui, que je respecte beaucoup en plus. C'est une personne que je connais, que j'apprécie beaucoup. Mais quand je l'entends dire que les Polynésiens, c'est pas que les maladies radio-induites, c'est parce qu'ils mangent mal, c'est parce qu'ils fument la cigarette, je regrette ça. Ça, c'est un discours pour moi qui est trop facile. C'est un discours, est-ce que c'est pas, je me poserais même la question de savoir si ça sort vraiment de leur bouche ou si c'est pas encore des paroles à cause de la pression, par exemple, de l'État, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas possible aujourd'hui qu'un Polynésien puisse tenir ce genre de propos par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Et, Et je le... et justement, cette division, en fait, comment est-ce que tu l'expliques simplement par le fait que certains ont profité du nucléaire et aujourd'hui ne veulent pas revenir dessus ou parce que si les maladies radio-induites et le fait nucléaire en Polynésie française, c'est des milliers et des milliers de victimes, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on a chiffré d'ailleurs le nombre de victimes qui ont été touchées par ces maladies Il y a eu quelques études menées par notre caisse de sécurité sociale et je remercie aussi la quatrième institution de Polynésie, c'est le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui a mené un peu une étude pour chiffrer le coût des maladies radio-induites à l'année et le coût des maladies radio-induites depuis une dizaine d'années. Et donc, je sais que c'est un sujet qui doit être mis sur la table ronde qui va se tenir à la fin du mois, là. Donc, on a un peu des chiffres, mais pas de la totalité, parce il y a beaucoup aussi qui se sont pas... Beaucoup de gens aussi qui vont pas à l'hôpital, parce qu'il y a ce côté aussi du Polynésien, je dois t'avouer, qui va pas... Il sait qu'il a quelque chose qui va pas, mais il va pas tout de suite. Après, c'est peut-être pas propre aux Polynésiens, c'est peut-être propre aussi à beaucoup de personnes. Ils veulent pas savoir. Donc, on n'a pas, pour moi, on n'a pas tous les chiffres. Et, euh, et la division, j'expliquerai par oui, les personnes qui se disent euh, qu'ils en ont bien profité, qui ont un peu honte. Après, il y a division aussi parce que longtemps, c'est un combat qui est resté cantonné au parti indépendantiste. Donc, les gens ne voulaient pas forcément... t'es là, non, mais ça, c'est un combat de Oscar, c'est un combat d'Oscar. Moi, je ne suis pas vraiment avec Oscar, je ne le soutiens pas, donc non. Et c'est ce que je regrette parce que non, c'est un combat qui doit tous nous unir. Et après, je dis il y a division aussi parce que si l'État nous a menti pendant autant d'années, si l'État a pu faire enfermer Pouvana Opa, le faisant passer pour un terroriste alors qu'il ne l'était pas, de quoi l'État est capable encore aujourd'hui? C'est ça que je me dis. Donc, il y a division parce il y a aussi, je pense, des pressions. et de quoi penses-tu que l'État serait capable aujourd'hui pour continuer d'écraser la volonté réparatrice justement des victimes ou même pas des victimes, des personnes qui sont concernées et touchées par ce sujet du fait nucléaire? Mais je pense qu'il doit y avoir peut-être des dossiers, je dirais par la justice aussi, parce qu'on n'est pas...
on n'est pas non plus ici politiquement un des États les plus exemplaires parce qu'on a énormément de gens qui ont été condamnés pour corruption dans les partis autonomistes. Et alors là, ça c'est une supposition, hein. Je te dis à mon échelle, moi, polynésienne, je me dis que comment l'État pourrait faire des pressions, ce serait peut-être au niveau de la justice, parce que c'est ça qui tienne. Donc, il y a peut-être, si tu restes dans mon sens, si tu fais en sorte que les Polynésiens oublient le fait nucléaire et tournent la page, moi, État français, au niveau de la justice, je vais peut-être faire traîner ton dossier. Ou ton dossier va peut-être se perdre entre d'autres dossiers, où le juge va aller dans son sens, dans ton sens. Je pense à ça parce que quand tu vois qu'ils ont pu s'acharner contre Oscar Temaro, qui est, je crois, l'homme politique le plus blanc comme neige que je connaisse, je me dis qu'ils ont énormément de pouvoir. Donc, je pense à ça. Je pense à ça. Mon gouvernement actuel, la sénatrice et d'autres personnes doivent être peut-être tenues par quelque chose. Et je le regrette, vraiment, sincèrement. Parce que en tant que Polynésien, on est quand même on est un peuple qui sommes très reliés à nos racines. Je me dis, arriver à mettre de côté ton peuple, à dire des choses comme tourne la page, si notre peuple est malade, c'est parce qu'il mange mal, c'est pas les essais nucléaires. Si un jour ça devait sortir de ma bouche, je ne pourrais plus jamais me regarder dans une glace, hein, vu tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, en dehors du fait qu'évidemment, il y a des maladies radio-induites sont une réalité, est-ce qu'il n'y a pas aussi des problématiques justement d'obésité réelle en Polynésie française, enfin dite Ah, française? aussi, ça, je le nie pas, hein, elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit, mais il ne faut pas non plus euh, mettre tout ça sur le lot de l'obésité ou des problèmes diabétiques. Et c'est pour ça euh, qu'on demande une étude pour bien faire le lien, en fait, entre ce qui peut être considéré comme des maladies liées à la malbouffe et ce qui peut être considéré comme des maladies vraiment en relation avec les essais nucléaires. À ce sujet, Donc, est-ce que justement une étude épidémiologique a été lancée en Polynésie justement pour essayer de tirer le vrai du faux, de savoir ce qui tient du fait nucléaire ou qui tient justement de la malbouffe ou de la surconsommation de cigarettes ou d'alcool? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été lancé à ce sujet-là? non, pas du tout. Et même si il y avait un semblant de commencement d'études, je demanderais des, des chercheurs indépendants. Moi, je réclamerais aussi que ce soit sous la surveillance, par exemple, des Nations Unies, parce que aujourd'hui, je n'ai aucune confiance en l'État français, parce que plus je lis et je me documente sur les essais nucléaires, toute l'histoire, il y avait eu des centres de tests qui avaient été dans les années 80, dans les années 90, pour vérifier s'il y avait eu des retombées sur Tahiti. Et à chaque fois, c'était non, 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 ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, on apprend que tout ça, en fait, était faux. Donc, même si là, il y avait une étude qui était mise en place, je souhaite qu'elle soit indépendante et qu'elle soit bien encadrée et sous surveillance des Nations Unies et pas uniquement de l'État français. La parole que tu portes, Ina, elle est quand même assez engagée, hein. Peu de gens, et c'est aussi pour ça que je suis très très heureux de pouvoir rediscuter avec toi et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la volonté parfois d'arrêter le traitement. Surtout ne l'arrête pas. On a besoin de voix comme la tienne. Mais c'est pas neutre ce que tu pousses comme cri. Et je me demandais si tu n'étais pas effrayé justement aussi par ça. Tu disais que tu étais fatigué en début d'entretien, mais est-ce que tu n'as pas peur aussi des pressions que tu pourrais subir?
on a toujours un peu ça en tête et tout en me demandant de quelle manière il pourrait le faire, tu vois. Et après, je me dis d'un autre côté, je me vois pas non plus comme un méchant loup. Moi, me vois comme un petit coquillage qui parle et tout. Donc, je mesure pas trop euh, ce que ma parole peut avoir. Mais si, j'ai toujours un petit peu peur, des fois un petit peu peur, mais après, je me dis, si on parle pas, qui va le faire? Et aussi, je me dis que si j'ai ce courage, ça donnera le courage à d'autres personnes. Et c'est ce que je souhaite vraiment, c'est que ce soit d'autres personnes éveillées qui puissent se joindre à moi. Et je vais dire jeunes, bon, il y a peut-être des gens qui ont 18 ans qui vont se dire tu n'es plus toute jeune, mais quand je dis des jeunes, je parle voilà, de gens qui ont la trentaine, la quarantaine, d'autres personnes qui se lient à moi. Et je tiens à dire éveillées dans le sens qui ont fait des études, qui peuvent s'exprimer, contrairement à d'autres personnes. C'est ça, c'est pour ça aussi, il y a beaucoup de malades qui savent pas bien parler français, tu vois, parce qu'on a aussi ici, c'est la langue tahitienne, donc qui n'ont pas autant de facilité à s'exprimer sur tout ça, donc qui vont se dire mais qu'est-ce que je vais aller parler, et c'est pour ça que je recherche d'autres personnes qui vont pouvoir, tout comme moi, se documenter et se joindre à moi, parce que c'est au-delà du fait d'avoir un peu peur des représailles, c'est un combat extrêmement lourd psychologiquement. Quand je lis des choses, hier par exemple, je lisais des décisions du tribunal administratif, j'en ai pleuré. Après, j'ai dîné, euh, j'ai j'ai- j'étais malade. J'étais malade parce que c'est très lourd psychologiquement et j'arrive pas encore à me détacher de tout ça. C'est vraiment, est-ce que c'est parce que je suis malade? Est-ce que c'est parce qu'on parle de mon peuple? Mais c'est quelque chose de très lourd. Donc, c'est pour ça aussi, il y a eu ce questionnement de je continue pas. Parce que c'est lourd à porter au niveau des épaules, tu vois. De devenir, par exemple, une icône aussi, un porte-parole, sur ce sujet-là, c'est pas facile. Mais je remercie tout le monde, en tout cas, pour les soutiens. C'est ce qui me permet aussi de continuer, de continuer de prendre le traitement, de continuer de parler. Mais ce n'est Souvent, pas facile. souvent des gens comme toi qui s'engagent, qui mettent vraiment leur peau en jeu et leur santé en jeu, sont très heureux d'avoir des soutiens, mais parfois disent on a besoin de plus que ça, on a besoin d'autre chose. Alors, tu as bien sûr parlé d'élargir justement le cercle de personnes qui pourraient porter comme toi cette voix, cette parole. Mais je me demandais aussi, et peut-être que le média lanceur d'alerte sur lequel cette interview va être diffusée pourra porter justement ce message. De quoi est-ce que vous auriez besoin? Comment est-ce qu'on peut aider votre cause? Comment est-ce qu'on peut s'engager concrètement à vos côtés? Mais en partageant déjà nos messages, que ce ne soit pas oublié. Et dans cette démarche, comme je te disais, j'aimerais être entourée. J'ai pour projet de, de créer une fondation. Je souhaite vraiment le faire avant la fin de l'année. Et une fondation, euh, pourquoi, pourquoi cette fondation? En fait, c'est parce que je trouve que c'est pour répondre un peu à cette division aussi. Tu vois, on dirait qu'en Polynésie, là, il y a une association, et je les remercie d'avoir fait tout ça. On a une association avec des protestants, on a une association avec des catholiques, et on a le Tavini Wiratira, donc qui est connotant indépendantiste. J'ai pour idée de créer une fondation parce que j'ai l'impression j'ai le sentiment qu'avec le discours que j'ai fait à l'ONU, la parole que j'ai portée, j'ai éveillé des consciences au-delà de tous ces clivages politiques et religieux,
Et c'est ce genre de personnes que j'ai envie de sensibiliser pour que tout le monde puisse se reconnaître au travers de cette fondation. Et grâce à cette fondation, je peux récolter aussi des fonds pour financer d'autres voyages, pour aller. Je sais qu'il y a beaucoup, bon, avec le Covid, il n'y avait pas trop, mais il y a des colloques internationaux et je pense que sur le nucléaire, sur l'héritage du nucléaire, et j'aimerais pouvoir y assister par le biais de cette fondation, pouvoir financer parce que c'est quand même ça. Il y a 2 ans, j'avais financé moi-même mon voyage à l'ONU, mais ça a été, c'est quand même un. New York, c'est très cher, ça a été lourd quand même financièrement. Donc, cette fondation pour pouvoir être, pour que la Polynésie soit représentée à l'international, dans des colloques futurs, se déplacer à Paris pour dénoncer les choses, rappeler aussi ce qui est arrivé, et une fondation aussi pour montrer aussi aux autres États qu'on existe, parce que si déjà en Polynésie, certains Polynésiens oublient qu'il y a eu 193 essais nucléaires, à l'international aussi, je pense. Donc, qu'on soit présent dans tous ces colloques qui peuvent avoir lieu, et également au niveau local, une fondation qui pourrait accueillir peut-être d'autres malades ou d'autres ayants droit qui ne se reconnaîtraient pas, par exemple, dans les associations en place aujourd'hui. Accompagner aussi des malades, les aider, c'est vraiment dans cette démarche. Et là aussi, m'entourer, moi, d'autres personnes qui pourront m'aider dans ce combat et continuer à éveiller les consciences. Parce que là, moi, j'ai connu les essais nucléaires jusqu'à mes 7 ans. Mais j'avais pas vraiment gardé de souvenirs, ou je n'y connaissais pas non plus, mais j'imagine toutes les futures générations, là, les gens qui ont la vingtaine, il faut les sensibiliser aussi à tout ça parce que ça fait partie de notre histoire. La dernière question de nos entrevues, c'est toujours la même. C'est qu'est-ce qui... On demande aux personnes qu'on interviewe qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait, pardon, qu'ils continuent de se lever le matin, qu'est-ce qui fait qu'ils ont encore la soif et la volonté de continuer à avancer, de continuer à se battre, de continuer à s'engager. Ça peut être une personne, ça peut être un livre, ça peut être une musique, un paysage. Et on pose cette même question à tous nos invités parce qu'on se dit que ça peut aussi en inspirer quelques-uns. Donc je me demandais qu'est-ce qui te faisait encore marcher le matin et te lever le matin. Alors, on va dire, euh, sans grande surprise, bien sûr, c'est mon fils, Anapanoui, qui a 9 ans. Donc, je t'avoue que c'est sûr, pourquoi là je continue de prendre mon médicament, c'est clairement pour lui. Il n'aurait pas été là, les choses auraient peut-être été différentes. Mais là, il est clair et net qu'il est hors de question que je quitte cette terre. J'ai trop de choses à vivre avec lui et tellement de choses à lui apprendre. Et, euh, et je vis avec beaucoup de philosophie le fait d'être malade parce qu'en fait, on va dire que depuis que je sais ça, je vis encore les moments avec lui encore plus intensément peut-être que d'autres parents. Je vis à 1000% et en fait, j'ai déjà envie de lui apprendre tellement de choses parce que j'ai l'impression d'avoir un peu un compte à rebours, d'être une bombe à retardement. Donc, ça a changé aussi ma manière de l'éduquer. Et c'est pas plus mal parce qu'à chaque fois, on vit, mon fils et moi, on est très complices et on vit des moments de joie comme de tristesse, mais toujours à fond, comme si demain n'existait pas. Donc, c'est lui, ma source de motivation. Et à côté de ça aussi, j'ai des personnes en tête, comme mon grand-père, qui a été aussi fervent combattant contre les essais nucléaires, qui s'appelait Tino Manahem, qui était en politique aussi. Et je pense à Roland Eldam, qui a été président de Moro Etato. Et ces deux personnes qui sont d'ailleurs, dans les photos, sont affichées dans mon appartement et donc que je vois tous les matins. Et c'est des gens qui me motivent, leur mémoire, leur combat, le fait qu'ils n'aient pas eu forcément peur ou qu'ils se soient
qui jusqu'au bout ait parlé, en fait, pour tout le monde. Ça me motive. Je me dis, par rapport à d'autres malades, moi, j'ai la possibilité de m'exprimer. Je, je, je peux en parler, donc il faut que je le fasse. Ben, on te souhaite, Hina, de continuer à parler longtemps, longtemps, longtemps. Je me Euh, souhaite. et à profiter aussi de tous ces beaux moments avec ton fils. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Et j'espère Merci. que cette conversation et ton témoignage pourra donner de nouvelles idées aux gens qui pourraient l'écouter et peut-être venir te prêter main forte, pardon, dans ta fondation. Et merci beaucoup à toi de me donner la parole depuis bientôt toutes ces années, parce qu'on devient amis de longue date là. C'est ça. On reste ensemble et on reste en contact. Merci, Ina. Merci Mathieu. Au revoir.